Maternité publique, mon expérience unique. Maternité plurielle, histoire universelle. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui allie la maternité avec la spiritualité. Alors aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode de Nouvelle Lune de l'année 2025 et pour l'occasion, nous avons rendez-vous avec celle qui glorifie. Alors, comme toujours, cette mère de clan s'aligne parfaitement avec les énergies de la nouvelle lune dans laquelle nous entrons. Une nouvelle lune qui nous interroge sur nos croyances, sur notre cheminement spirituel, qui nous invite à dresser des ponts entre notre intériorité et le ciel. Et en plus, cette année, elle correspond avec Yule, le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, un temps justement pour honorer son espace sacré, pour ralentir, pour méditer et célébrer les réalisations de l'année et aussi poser ses intentions pour l'année à venir. Yule, hein, ça vient de la bûche en anglais, hein. Le feu, c'est vraiment le feu, la lumière, la bougie, c'est vraiment ce qui est associé à cette fête. D'ailleurs, la tradition voulait qu'on brûle une bûche pendant les 10 jours en fait qui précèdent la fin de l'année, le début du nouvel an. Et ben, restez avec moi puisque dans le cours de l'épisode, je vais vous donner des petites idées des rituels à pratiquer pendant ce temps des fêtes, justement, pour euh, honorer les enseignements de celle qui glorifie. Alors, avant même de vous lire les enseignements et le poème de cette mère de clan, comme je le fais à chaque début d'épisode, je voulais prendre un temps pour honorer avec vous le soleil qui vient de sortir de derrière les nuages, juste en face de moi. Peut-être vous voyez comme un halo sur mon visage. Euh, Pourquoi je tiens à l'honorer? Parce que j'ai choisi d'enregistrer cet épisode aujourd'hui après mon cours de Zumba, qui est normalement une activité qui me donne de l'énergie. Et donc, après, je me sens en forme, inspirée pour vous parler. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que notre prof avait. Elle était un petit peu trop intense et ça m'a plutôt vidée. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire autre chose après, de dîner, de me faire une bonne tisane euh, pour retrouver un petit peu d'énergie. Et au moment justement où j'appuie sur record, le soleil fait son apparition. Donc, pour moi, c'est un beau signe que c'est le bon temps pour vous parler. Euh, et puis aussi, bah, c'est pour vous mettre tout de suite en fait dans l'esprit de cette mère de clan qui nous invite vraiment à honorer tout de la vie, tous les petits cadeaux, tous les petits plaisirs, comme justement un rayon de soleil qui vient éclairer un visage et nous réchauffer. Donc voilà, cela vous donne tout de suite un petit peu un avant-goût de ce que cette mère de clan nous réserve. Alors sans plus attendre, je vais vous relire ces enseignements et ce poème avant de vous expliquer en détail tout ce que cela implique. Décembre, celle qui glorifie, la mère de tous les actes de gratitude et la protectrice de l'abondance, la gardienne des cérémonies et des rituels qui veille sur la magie, la mère des encouragements et la gardienne des célébrations, la garante de la sagesse, de l'art de donner et recevoir. Elle nous enseigne à rendre grâce avant de recevoir pour l'abondance dont nous avons besoin en créant l'espace pour l'accueillir, à célébrer chaque victoire dans notre vie avec joie, les nôtres autant que les réalisations des autres, à agir avec une attitude juste pour créer des changements magiques du soi, à faire naître l'abondance par la louange, en donnant et en recevant. Elle nous enseigne à être reconnaissante pour la vérité. Son poème. Merci, Mère, de m'enseigner à élever mon cœur dans la louange, en emplissant mon esprit de joie pour les bénédictions du chemin de beauté. Tu m'as appris comment chanter, comment manifester ma joie par la danse et en jouant du tambour, et comment exprimer ma gratitude pour l'abondance à venir. Tu m'as montré la magie d'un changement dans l'esprit et le cœur, d'une attitude faite de la sagesse accordée lorsque la vie est célébrée.
Je chante la vérité de ma reconnaissance quand je salue grand Père Soleil, puis que j'envoie mon amour à Mère Terre. Alors, unis par la force de vie, nous sommes un. Alors, voilà pour cette mère de clan qui, pour moi, incarne vraiment la célébration de la vie, cette capacité à voir le beau derrière les épreuves, à voir les cadeaux cachés et à remercier pour tout ce qu'on reçoit, aussi bien le positif que le négatif. Alors, on va voir maintenant en détail comment ça se manifeste dans les écrits de Jamie Sands. Comme d'habitude, hein, il y a quatre grands thèmes autour de cette mère de clan. Il y a d'abord la gratitude, l'offrande, le donner, le recevoir, l'abondance et la célébration. Tous des thèmes en plus, quand on y pense, qui sont parfaitement alignés, appropriés, j'ai envie de dire, à ce temps de l'année, hein, ce mois de décembre, hein, le mois des bilans, où on regarde en arrière hein, tout ce qu'on a fait au cours de l'année écoulée et où on se projette déjà dans l'année suivante. C'est un temps hein, de célébration, de rituel, mais ici on va revenir un petit peu au côté un petit peu plus introspectif et sacré de la chose. Alors, donc je vais commencer avec le premier thème, la gratitude. Alors, l'histoire, en fait, commence par le récit d'un baptême. On appelle ça en anglais un naming ceremony. Donc, dans le sens autochtone, c'est le fait de donner un nom spirituel aux enfants qui naissent pour qu'ils aient leur place dans la communauté. Et c'est souvent là, en fait, qu'on va détecter ce pourquoi leur âme est venue sur Terre. Donc, le nom, en général, reflète cette qualité qu'ils sont venus incarner. Donc, c'est le récit donc, de baptême de jumeaux et l'histoire de leur mère, Twilight Moon, qui a été en fait sous la protection de la 12e mère de clan, puisqu'elle a eu une enfance difficile où elle était souvent sujette aux moqueries, mais qui a fini par trouver l'amour et réaliser son rêve de devenir mère. Euh, donc c'est une femme qui, pour qui les épreuves en fait ont été source d'épanouissement finalement. Euh, le fait d'être sans cesse moquée, ça l'a rendue si douce, grâce bien sûr à l'accompagnement de la 12e mère de clan, que les hommes ont fini par être touchés en fait par cette douceur, cette gentillesse qui émanait d'elle, et que à l'âge où elle était prête à se marier en fait, elle n'a pas eu de difficulté à trouver un homme qui s'intéressait à elle. Et cette transformation, cet épanouissement en fait a été rendu possible parce que elle a rendu grâce tous les jours pour le peu qu'elle avait et qu'elle a appris à aimer les petits cadeaux de la vie. C'est ce que lui a enseigné la 12e mère de clan. Donc il y a vraiment, dès le début du conte, cette idée de gratitude pour ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et aussi l'idée que la magie, elle est vraiment dans le regard qu'on porte sur les choses, que c'est le fait de remercier la vie qui permet de compléter le cercle et d'assurer l'abondance. Alors, ça, c'est pour l'histoire. Au niveau des enseignements, il faut savoir que cette mère de clan, elle est associée au violet ou au mauve, purple en anglais, qui est parfois traduit par pourpre. Donc, ça fait référence, c'est la couleur hein, de la liturgie, des rituels dont elle est la gardienne. Euh, mais dans la description, en fait, en anglais, on nous dit que c'est la couleur de la guérison et de la gratitude. Dans la deuxième traduction en français, donc la version corrigée, ça a été traduit par violet. C'est une Française qui a fait la traduction, donc on dirait mauve au Québec, parce que c'est vraiment plus ce mélange égal du bleu et du rose qui est présent ici en fait dans le texte, hein, parce qu'on parle beaucoup d'équilibre masculin, féminin, lune, soleil, donner, recevoir. Euh, c'est Claire Arnoux, en fait, dont je vous parle souvent, qui explique dans son infolettre que c'est vraiment le mélange équilibré, justement, entre le rouge vif, énergique, et le bleu serein et tranquille.
Et puis quand je vous parle de ça, là, ce qu'il montre, c'est l'image de la Vierge Marie et de Joseph. Le rouge qu'on associe souvent justement au guerrier, à l'homme combatif, au courage, et le bleu à la maternité, à la Vierge Marie. Donc voilà, donc vous voyez cette idée d'équilibre. Euh, Mais dans les deux cas, en fait, ce sont des couleurs associées à la spiritualité, à la transformation. Le pourpre est associé au luxe aussi, donc pour moi, il y a un lien avec l'abondance. Et en Orient, le mauve, c'est la couleur de la transformation, du mysticisme, de l'éveil spirituel dans les traditions bouddhistes. Et pour moi, enfin, ça évoque la couleur de l'améthyste, qui est la pierre de la sagesse, et la couleur du chakra couronne, qui est vraiment le chakra qui nous relie au grand tout. Et il est vraiment question de ça dans ce mois de décembre et dans les enseignements de cette mère de clan. Alors, je vous ai parlé de la couleur. Maintenant, qu'est-ce que la gratitude dans les enseignements de la 12e mère et dans l'ouvrage de Jamie Sens? Euh, il faut savoir qu'il y a une différence entre la gratitude au sens où nous, on l'entend souvent et au sens où l'entendent les peuples autochtones. D'ailleurs, il y a une petite phrase dans le livre qui nous dit euh, qu'il s'agit de prières qui viennent du cœur et non pas de prières récitées et apprises. Et en lisant cette phrase, j'ai tout de suite pensé aux prières que j'ai apprises à l'école, au catéchisme plutôt, les prières catholiques. Je vous salue Marie. Vous avez des prières en fait qui sont comme des poèmes qu'on apprend par cœur, mais qu'on récite sans vraiment y mettre d'âme. Alors que chez les autochtones, c'est ce que j'ai découvert auprès de Dominique Rankin, dont je vous parle souvent, les prières sont toujours improvisées. Chaque cérémonie, chaque cercle, chaque atelier s'ouvre sur une prière improvisée parce qu'elle vient du cœur. On ne peut pas parler à partir du cœur, à partir de mots qui ne sont pas les nôtres et qui sont toujours les mêmes. Donc il y a vraiment cette idée de quand on veut être dans la gratitude, quand on veut remercier, ça doit venir du cœur. D'ailleurs, dans une infolettre d'une entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pêche, elle expliquait ce matin que dire merci, c'est pas la même chose que ressentir merci. Hein. Dire merci, c'est social, c'est quelque chose qu'on a appris puis qui est tourné vers les autres. Alors que le ressentir, c'est de l'ordre de l'état intérieur, c'est pour soi. C'est ça qu'on appelle la véritable gratitude. C'est un moment où on mesure ce qu'on a réalisé, hein, tout le chemin parcouru. Euh, et malheureusement, chez beaucoup de gens, ce ressenti, il s'amenuise par habitude. Même si on a des beaux succès, des belles réalisations dans la vie, euh, c'est comme si on cochait une case et hop, on avance, on enchaîne, on normalise au lieu de célébrer. Et moi, je me rappellerai toujours quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, Sylvain Caruffel il me disait toujours, il faut vous donner des célébrations à l'avance, des petites victoires à chaque fois que vous aurez passé une étape, que ce soit de terminer un module de formation, que ce soit d'annoncer une offre, de faire un lancement, de penser à une petite récompense, en fait, pour se motiver et aussi pour célébrer chaque petit pas, parce que chaque petit pas est important. Euh, Pêche nous dit qu'en psychologie, on appelle ça l'adaptation hédonique, que notre cerveau, en fait, s'habitue à ce qui était au départ une source de joie ou de fierté. Donc, si on ne fait pas attention, ben, on ne cultive pas en fait cette joie et cette fierté. On fait comme si c'était normal, donc on n'a plus le plaisir d'y goûter pleinement. Alors que, et c'est ça qui est merveilleux avec la gratitude, si on la cultive, si on prend la peine d'honorer les moindres petits cadeaux de la vie, comme je l'ai fait tantôt avec le soleil, eh bien, on crée de l'espace. Et c'est ça que nous dit la 12e mère de clan. On crée de l'espace dans notre cœur, dans notre regard, pour remercier en fait tout ce qui est déjà là. Et parce que on le fait sur les moindres petites choses, on se rend compte qu'en fait, on est bien plus riche qu'on pensait. Donc, c'est vraiment ça la clé, en fait, de celle qui glorifie. Quand on a l'impression qu'on manque de choses, qu'on est dans une passe difficile, euh, il suffit de porter son regard autour de soi pour voir tout ce qu'on a déjà et qu'on oublie de considérer. Le souffle, la vie, la santé, un bon air à respirer, de l'eau potable, un toit, de la nourriture, sont des choses qu'on prend pour acquises, surtout dans nos civilisations occidentales, surtout quand on a une vie
faite d'aisance, d'abondance financière, euh, on oublie qu'il y a plein de petites choses en fait dont nous sommes riches. Et en cultivant la gratitude de cette manière, hein, en étant présent à ce qui est déjà là, eh bien, ça ouvre en fait encore plus d'espace pour accueillir encore plus de gratitude et ça change notre regard et ça permet d'attirer encore plus de choses, hein. Si on cultive cet état de grâce, euh, c'est pas la vie ne change pas, hein. On peut toujours vivre des moments difficiles, mais comme on a changé notre façon de le percevoir, qu'on a beaucoup plus d'occasions de célébrer et de remercier, eh bien les jours où on vit un deuil, une perte, un accident, on est capable de se relever beaucoup plus vite parce qu'on a en soi une force qui est tirée en fait de tous ces cadeaux qu'on a reçus jusqu'ici, hein. C'est ça en fait, cultiver la gratitude, avoir un journal de gratitude. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée au début de mon cheminement avec les sagesses autochtones, de faire ma petite prière chaque matin pour remercier les quatre directions et tout ce que j'avais accompli jusqu'ici. Ça a vraiment permis de changer le regard sur mon histoire, hein. Aujourd'hui, je dis que je remercie mon mari de m'avoir donné deux enfants, même si la maternité a été très difficile à vivre pour moi pendant plusieurs années. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez qu'on est en année 9, hein, on clôture un cycle de 9 ans avant d'entrer en 2026. Et une de mes mentors m'a fait réaliser un petit exercice euh, pour me rappeler j'étais où il y a 9 ans et pour euh, écrire en fait ce que je veux laisser derrière moi de ces 9 dernières années et ce que je veux garder, ce que je veux emmener avec moi. Et en faisant l'exercice, je me suis rendu compte, en fait, bah, il y a 9 ans, c'était 2017. C'est ma première fille est née en octobre 2016, mais au début, c'était l'euphorie. Après, on est allé en France, c'était les fêtes. Donc, c'est vraiment à partir de janvier 2017 que là, je me suis retrouvée seule avec elle à la maison et que j'ai commencé à trouver ça difficile. Et donc, tout ce qui s'est passé toutes ces années, hein, la découverte des sagesses ancestrales, la fondation de Maman sans tabou, jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça m'a amené jusqu'à la redécouverte de l'artiste en moi. En fait, toutes ces épreuves m'ont amené à être celle que je suis aujourd'hui. Et donc, pour ça, j'ai énormément de gratitude. Mais c'est en la cultivant au fil des années que j'ai réussi, en fait, à passer par-dessus ces épreuves et à voir que derrière elles, il y avait un cadeau, hein. Et à partir du moment où on le perçoit, c'est là que la transformation se fait. Donc, c'est vraiment de ça dont il s'agit ici, de ce changement de conscience qui guérit, hein. La clé, elle est vraiment dans la transformation de notre regard. Alors attention, ça ne veut pas dire que notre vie comment dire, va être dépourvue d'épreuves ou de souffrances à l'avenir. C'est juste qu'on va se relever beaucoup plus vite parce qu'on va être capable de plus en plus rapidement de voir le positif derrière le négatif. Pour prendre un exemple récent, samedi, j'ai j'ai encore eu une grosse crise de mum rage parce que ma petite avait peu dormi, que moi aussi j'étais fatiguée, que j'ai pas eu mon moment à moi seule le matin. Et on s'est beaucoup crié dessus le samedi matin. Et l'après-midi, j'avais l'exposition Sisters au tiers-lieu de Laval. Et je suis arrivée en fait chargée de toute cette émotion. Et en fait, le premier cadeau que j'ai vu, c'est que du coup, j'étais euh, dans un état, j'ai envie de dire, plus introspectif, plus à l'écoute de ce que je vivais en arrivant là-bas. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai choisi de chanter ma chanson Montée de lait plutôt que l'autre chanson sur la culture, parce que c'est ça qui résonnait en fait. Et je sais que ça a touché plusieurs personnes dans la salle. Et aussi, le lendemain, j'ai médité et j'ai compris en fait rapidement en fait ce qui s'était joué et qu'est-ce que cette crise voulait me montrer de nouveau, quel était de nouveau le cadeau, le message. Mais aussi, si je reviens sur l'Expo Sisters, pour être transparente avec vous, il n'y a pas eu beaucoup de monde les 12 et 13 décembre, hein. Je sais que c'est la période des fêtes, on est tous très occupés, mais la qualité des personnes qui étaient là, c'était juste waouh. Et la Anne d'il y a 9 ans, elle aurait probablement focusé sur le fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Euh,
sur le fait que elle se serait dit, ah, mais est-ce qu'on n'a pas fait assez de communication? Mais pourquoi les gens viennent pas? C'est pourtant un super projet. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, vous voyez? Alors que là, je me suis dit, mais quel cadeau d'être en petit comité. Ça nous a permis de faire les choses d'une façon différente, de nous livrer de façon beaucoup plus intime et les gens ont adoré l'expérience et nous aussi. Puis ça nous a fait voir en fait que ce projet, il peut prendre de multiples formes. Soit un spectacle performance, j'ai envie de dire, à grande échelle pour une salle de 200 personnes, comme on l'a fait le 2 novembre, soit justement une expo en plus petit comité avec un atelier de médiation, avec une discussion en cercle où on va beaucoup plus en profondeur sur les questions d'équité. Donc, je suis en gratitude, en fait, envers Sophie qui a décidé d'aller au bout de la chose malgré le peu de billets vendus, parce qu'elle m'a fait voir justement un autre côté à ce projet et ça m'a donné encore plus de motivation pour continuer, en fait, dans cette direction. Donc voilà pour le premier thème, la gratitude. Alors, pourquoi c'est important de remercier? C'est parce qu'en fait, remercier dans les cultures autochtones, euh, c'est une façon de redonner. Il y a vraiment cette idée de cercle, hein, de donner et de recevoir. On ne peut pas recevoir si on ne donne pas et on ne peut pas donner si on ne reçoit pas. C'est vraiment un cercle. Et ça, c'est vraiment important. euh, parce que c'est le cycle de la vie. Mhm. Alors, dans le conte, on nous décrit, donc, comme on nous raconte, comme je disais, le baptême, mais aussi les souvenirs de la mère de clan, qui est celle qui euh, ritualise hein, ce baptême. Euh, et elle repense en fait à l'histoire justement de sa protégée, la mère des jumeaux, et elle réalise qu'elle aussi, elle a été remerciée pour ses efforts, car ce sont ses encouragements auprès de la jeune femme qui ont abouti à la naissance de ces deux enfants qui ont des pouvoirs extraordinaires, qui sont là vraiment pour apporter de belles choses à la communauté. Donc elle se sent, elle est elle-même en gratitude en fait euh, envers le grand tout en fait d'avoir donné naissance à ses enfants. Et la mère des enfants, elle se rappelle à quel point les encouragements de la douzième mère l'ont aidée à passer au travers des épreuves de la vie. Et en quelque sorte, c'est grâce à elle euh, qu'elle qu'elle a eu ces enfants-là, en fait. Quand elle était jeune, sa mère est morte et son père s'est remarié, mais elle n'avait pas une très bonne relation avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. Elle était souvent victime de moqueries, comme je vous disais. Et donc, elle avait très peu d'estime d'elle-même. Mais la mère de clan lui a enseigné à être reconnaissante pour chaque leçon de vie, hein, à donner et à recevoir, si bien qu'à 16 ans, elle a commencé vraiment à s'épanouir parce qu'elle avait appris à croire en la magie de la vie. Et elle en est venue à transformer la souffrance vécue et à la sublimer. Euh, et c'est là, en fait, là encore, hein, ce que je vous disais tantôt, la clé, c'est vraiment dans la transformation du regard. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que ça me rappelle un petit peu la mienne. Euh, Moi aussi, j'ai grandi en ayant peu d'estime de moi. J'étais pas victime de moqueries, mais vous savez, toutes ces étiquettes qu'on nous colle, j'étais quand même la première de classe, donc il y avait quand même beaucoup oui, quand même des moqueries, des préjugés en fait à mon égard. Euh, Notamment quand on a déménagé en Italie, j'ai eu un mal fou à me faire des amis. Euh, et j'avais beaucoup de difficultés avec les garçons, un petit peu à travers toute ma vie, j'ai envie de dire. Euh, mais j'ai fini par trouver un homme merveilleux. Alors, il m'a fallu attendre 36 ans, il m'a fallu traverser un océan, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine parce que je n'aurais probablement pas rencontré cet homme si j'avais pas fait tout ce cheminement moi-même. Ça m'a permis de voir ce que je ne voulais plus, ça m'a permis de voir ma valeur, ça m'a permis de voir ce qui était important pour moi. Euh, donc j'ai beaucoup d'émotions en fait quand je relis cette histoire. Puis je pense qu'on est beaucoup à vivre ça aussi quand on est jeune. Je vous disais tantôt, la clé, c'est la transformation. Ça, c'est une phrase qui est montée dans un voyage chamanique que j'ai fait en début de semaine avec ma mentor, Laurence Sala, où on recevait en fait un cadeau de la douzième mère de clan. Et moi,
j'ai entendu qu'il ne fallait pas ouvrir tout de suite le cadeau parce que comme toutes les belles choses qui sont arrivées dans ma vie, ça va prendre du temps. Et que l'important, ce n'est pas de recevoir tout de suite ce pourquoi on est là, ce qu'on attend en fait, mais de changer son regard pour apprécier déjà en fait tout ce qu'on a. Euh, donc voilà, petit clin d'œil à ce sujet. Donc c'est ça. Dans les enseignements, il y a plusieurs animaux qui nous enseignent justement ce cycle hein, du donner et du recevoir. Il y a d'abord le jaguar qui nous aide à cheminer avec intégrité, dignité, dévotion et compassion, donc malgré toutes les épreuves, et le corbeau qui nous montre comment trouver le courage de plonger dans l'inconnu afin d'apporter dans notre vie les changements dont on a besoin. Donc deux animaux qui nous apprennent à aimer ce qu'on reçoit et à le transformer. En fait, là, je vois tout de suite un lien avec la onzième mère. Hein. La onzième mère, elle avait ce don de transformer ce qui ne nous convient plus, en fait, de s'en débarrasser et d'innover, de créer quelque chose d'autre à la place. Ben là, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Aimer ce qu'on reçoit et si ça ne nous convient pas, essayer d'en faire autre chose. Euh, et l'autre animal qui nous aide dans ce cheminement, c'est le dindon, qui nous aide à comprendre ce que signifie d'avoir un champ juste de l'ego. Hein, il nous montre comment on peut apprendre à partager, aimer les autres comme on s'aime soi-même et donner sans rien attendre en retour. C'est ça le cycle du donner et du recevoir, c'est apprendre à donner le peu qu'on a qu'il s'agisse d'un sourire, d'un câlin, d'un moment avec une personne qu'on aime, d'un repas, d'argent, dès l'instant où on a quelque chose à donner, on se rend compte qu'on n'est pas aussi démunis qu'on le pensait. Et on a toutes et tous quelque chose à donner. Et dès qu'on réalise cela, ben on reprend sa place et on se rend compte qu'on peut contribuer à l'abondance dont le monde a besoin. Euh, c'est pour ça, par exemple, que les peuples autochtones font tout le temps des offrandes de tabac à la terre maman avant toute cérémonie, avant ou après d'ailleurs, toute cérémonie, mais ils le font souvent avant parce que pour eux, c'est important de donner avant de recevoir. Donc, on honore la terre pour ses offrandes. Je me rappelle quand on a fait quand j'ai fait mon tambour, quand j'ai fait mon capteur de rêve, on remerciait l'arbre qui a donné de son écorce euh, l'animal avec lequel on a fait la babiche, le caribou qui a donné sa peau pour le tambour. On les remercie en fait de ces offrandes pour nous permettre de fabriquer ces objets. Et ainsi, on contribue nous-mêmes au cycle d'abondance de la vie. Alors l'abondance, justement, c'est le troisième thème de cette 12e mère de clan. Euh, Comme je vous disais, la femme a eu donc deux jumeaux et elle réalise lors de la cérémonie, lors du baptême, qu'en fait, ses enfants sont le prolongement de sa transformation. C'est parce qu'elle a pris le temps de remercier chaque jour pour tout ce qu'elle recevait qu'elle a su créer de l'espace, ouvrir son cœur pour recevoir encore plus d'abondance. Et c'est ainsi que elle a rencontré son mari et eu des enfants. Et ces deux enfants euh, sont dotée, comme je vous disais, de pouvoirs, en fait, de qualités spirituelles qui vont au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La fille se fait appeler Pipe Song, donc la chanson de la pipe, parce que son pouvoir, c'est vraiment d'aimer la vie, donc un peu comme sa mère, et ainsi de devenir une source d'inspiration pour les hommes. Quant à son frère, Talking Arrow, donc la flèche qui parle, c'est un enfant qui a un regard qui sait. On voit tout de suite en lui un leader qui n'a peur de rien et qui incarne parfaitement le masculin et le féminin, en fait l'équilibre entre les deux, et qui est là pour remercier pour la vérité dans la vie. Hein, cette notion de vérité qui est souvent présente dans les enseignements. Euh, cette 12e mère, hein, elle est là pour nous enseigner à être reconnaissant pour la vérité. Hein. La vérité, c'est qui on est, ce qu'on porte, euh, aussi bien le beau comme le mauvais. Puis je me sens très proche, j'ai envie de dire, de ce garçon pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la description du livre, hein,
Le regard de cet enfant me fait tellement penser au regard de ma plus jeune, Sophie. Quand elle est née, j'ai vraiment vu dans ses yeux le regard de la sagesse. D'ailleurs, je l'ai appelée Sophie. Je devais l'avoir senti parce que j'avais choisi ce nom avant même sa naissance. Mais il y avait vraiment dans son regard cette idée de moi, je suis déjà venue sur Terre, je suis là, je sais à quoi m'attendre, j'arrive avec tout ce que je porte en fait de mes vies antérieures. Alors, vous pouvez ne pas croire à la réincarnation. Je vous dis seulement ce que moi j'ai perçu dans les yeux de mon enfant et pourquoi ça me parle beaucoup. Euh, L'autre raison pour laquelle je me sens proche de ce garçon dans le conte, c'est cette idée de qui n'a pas peur de dire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise, hein. C'est pas pour rien que mon entreprise s'appelle Maman sans tabou. Euh, mais ce que ces 9 ans, justement, m'ont appris, c'est qu'à partir du moment où on dit les choses, on dit la vérité, on est capable d'être reconnaissant pour cette vérité. Et la vérité, c'est que, puis j'en ai plusieurs, hein. La vérité, c'est que, ben, au début, j'avais clairement une préférence pour une de mes filles. Mais en le disant, en écrivant sur le sujet, en participant à des cercles de parole, ça s'est transformé. En fait, hein, on parlait de la transformation dans le regard, ben, j'ai changé de regard et je me suis rendu compte que finalement, c'était un passage au début, mais en le disant, en le nommant, en ne me voilant pas la face, en fait, eh bien, j'ai fini par l'accepter et même en être reconnaissante parce que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait juste ici si j'avais pas vécu tout ça. Donc, je suis vraiment reconnaissante en fait d'avoir euh, eu des moments difficiles au début quand j'étais mère parce que sans ça, je n'aurais pas sorti ce balado, je n'aurais pas créé d'entreprise, je n'aurais pas développé ma créativité. Euh, donc, voilà. Je- du coup, le fait d'être reconnaissante pour cette vérité, c'est ça qui m'a amené l'abondance. Mm. Et c'est le message que je veux que vous reteniez. Dans le livre, hein, on souligne à quel point l'abondance, elle commence par la reconnaissance consciente. Puis là encore, je vais vous citer Pêche, dont j'ai parlé plus tôt. Euh, Quand la gratitude, elle est vraiment ressentie, comme je disais au début, ça change tout. Ça nous remplit le cœur d'amour, de joie. Et c'est là qu'on commence à ressentir l'abondance à l'intérieur de soi. Et donc, on peut alors désirer et recevoir plus tout en restant dans une justesse qui ne nous fera pas déraper. Quand on est, surtout quand on est entrepreneur, j'ai envie de dire, hein, quand ça commence à fonctionner, on en veut toujours plus, mais on finit par s'épuiser, par se perdre, et du coup par perdre la raison pour laquelle on avait fait tout ça au départ, qui était souvent, en tout cas pour la plupart des femmes que je connais, d'avoir une vie plus équilibrée, d'avoir du temps pour soi, d'être libre de ce qu'on veut faire. Donc il y a vraiment cette idée de se rappeler que assez, c'est assez, et que nous sommes assez, qu'on n'a pas besoin de plus. L'abondance, elle est déjà là. Récemment, j'ai fait un exercice qui s'appelle le Loup noir, loup blanc, guidé par Marie-Josée Tartif dans le cadre de l'atelier du feu sacré, dont je vous ai déjà parlé. Et, euh, et dans l'exercice, en fait, il s'agit de s'asseoir en face de son loup noir, qui est ce qui nous, j'ai envie de dire, ce qui nous bouffe de l'intérieur. Puis ça peut évoluer au cours du temps, hein. On ne choisit pas le plus difficile dans sa vie quand on commence l'exercice. Bon, moi, il se trouve que cette journée-là, c'était cette peur de manquer de temps pour tout faire. Euh, et on s'assoit en face de cette peur, puis on commence à l'imager. Alors, c'est pas nécessairement un loup, ça peut prendre une autre forme. Puis on dialogue avec elle, puis on lui demande de quoi elle a besoin, puis on la nourrit. Parce que souvent, si on ne la nourrit pas, ben, c'est elle qui prend toute la place. Et ensuite, on fait pareil avec le loup blanc. Enfin, c'est un très, très, très bel exercice d'alchimisation, justement. Euh, et en fait, ben, quand j'ai fait cet exercice, ce que j'ai senti à l'intérieur de moi, c'est à quel point l'abondance de temps, elle est déjà là. À quel point je suis calme, à quel point je sais que tout va venir en son temps, une espèce de confiance, de certitude, de paix incroyable. Mais je m'en serais pas rendu compte, en fait, si j'avais continué.
à alimenter cette idée que, oh non, je manque de temps, je manque de temps. Hein. Puis ça, c'est vraiment, je trouve, un mal du siècle, hein, cette idée qu'on manque de temps. Donc, de me rappeler, en fait, que tout est déjà là, ça m'a énormément aidé à apaiser, en fait, cette peur. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Alors, dans le livre de Jimmy Sands, l'animal qui nous aide à cheminer vers l'abondance, c'est le bison blanc. Le bison blanc, c'est un animal extrêmement important dans les cultures autochtones, euh, qui nous enseigne que l'abondance, elle est présente quand on considère que chaque être vivant est sacré et qu'on remercie pour ce que chacun apporte dans sa vie. C'est l'animal totem du Nord, hein. Euh, c'est l'animal qui a tout donné pour les tribus autochtones, pour qu'elles puissent survivre. Et, euh, et donc, il nous montre que quand on se donne, quand on donne complètement ce qu'on a nous-mêmes besoin de recevoir, on se découvre riche de tout ce dont on croyait manquer. Ça, c'est vraiment très, très puissant. Et quand on commence à comprendre ça, ben, notre définition de l'abondance s'élargit. Comme je vous disais, hein, il ne s'agit pas juste d'abondance financière, mais tout ce qui nous rend riches dans la vie. Ça me fait penser que l'an dernier, en 2024, j'avais lancé un petit défi de gratitude, justement pour changer notre regard et nous rendre compte de ça. Puis il y avait une journée en particulier, je pense, qui portait sur l'avoir, où je vous demandais de prêter attention à tout ce que vous avez. Puis ça allait au-delà des possessions matérielles. Et puis, cette, euh, cette définition de l'abondance, ça me fait aussi penser à mon invité de l'an dernier, Anne-Évangeline Leblanc, qui est pour moi l'incarnation parfaite de la femme qui ne roule pas du tout sur l'or, qui n'a pas du tout d'abondance financière, qui a même eu des difficultés toute sa vie à ce niveau-là. Mais quand on est en son contact, on se sent riche parce que c'est une femme qui voit la magie de la vie, qui voit le beau, qui se contente de tout et de rien. Et ça fait du bien d'être à côté d'une personne comme ça. Donc, je vous mettrai si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cette entrevue, je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Alors, le dernier thème de cette 12e mère de clan, qui est relié à tous les autres, c'est la célébration. Donc, à la fin de l'histoire, à la fin de la cérémonie du baptême, le mari de la mère, donc le père des enfants, qui s'appelle Dancing Fire, donc le feu dansant. C'est lui qui ouvre les célébrations donc par un discours. Et puis ensuite s'enchaîne la danse, le tambour, les chants, etc. Il y a plusieurs jours de fête à l'issue de ce baptême. Et dans son discours, il souligne l'importance de célébrer, parce que célébrer, c'est montrer à l'univers notre gratitude. Donc, pas juste en faisant des offrandes, pas juste en faisant des prières ou des remerciements, mais vraiment en festoyant en grand, en montrant, laissant éclater notre joie. D'ailleurs, le conte s'ouvre sur une célébration avec la cérémonie, avec le baptême, et ça se termine sur la fête qui a lieu après. Donc, tout au long du conte, on est dans cet esprit de célébration. Euh, L'animal qui nous aide là-dedans, c'est l'orignal, parce que c'est un animal qui nous invite à reconnaître la sagesse dont on a su faire preuve tout au long du chemin, à recevoir les félicitations et la reconnaissance qu'on mérite et à cultiver une saine estime de soi. Je vous dis souvent l'importance de regarder le chemin parcouru. Euh, L'orignal, vous savez, hein, c'est vraiment un animal qui symbolise la fierté pour moi. Puis ça, c'est une qualité que j'ai appris à cultiver avec la gratitude, grâce aux sagesses autochtones, d'être fier de tout ce qu'on a réalisé. Ben, c'est une façon de se rendre compte à quel point on est riche de tout ce qu'on a déjà, hein. Et c'est aussi une façon de célébrer. Donc là, je vous renvoie au conseil, hein, de Sylvain Caruffel de célébrer toutes nos petites victoires, parce que euh, ben, c'est une façon de dire merci aussi, hein, et de se dire merci pour tout ce qu'on a fait. Euh, donc la 12e mère, hein, nous incite vraiment à célébrer nos victoires, mais aussi celles des autres. Ça, c'est important. De ne pas rester égocentré, mais de célébrer les victoires des autres. Parce qu'il y a cette idée que tout ce que... il y a une citation, hein, qui dit que toute âme qui s'élève élève les autres. Ben, c'est vraiment ça l'idée que si mon voisin réussit, il y a lieu de célébrer parce que c'est comment dire, au niveau de l'humanité, du monde entier, c'est une victoire.
pour le monde entier, même si elle n'est pas pour moi. Et puis, quand on ouvre comme ça, puis qu'on commence à célébrer pas juste ce qui nous concerne, on va aussi être en mesure de célébrer toutes nos expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est ces célébrations qui assurent le mouvement de l'humanité vers l'unité. La mentor dont je vous parlais tantôt, Laurence Sala, ça fait plusieurs années que je chemine avec elle. Et là, on vient de clôturer une année incroyable. J'ai fait partie, enfin, j'étais la première, en fait, la pionnière de son mastermind des sorcières légendaires, un accompagnement qui alliait l'affinement de la vision, donc un côté plus spirituel avec justement les 13 mères de clan et du marketing plus, j'ai envie de dire, dans la matière. Et moi, ça m'a vraiment porté toute l'année. Ça m'a permis euh, de définir et d'affirmer ma légende euh, qui était l'objectif d'ailleurs de la formation, de l'accompagnement. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas renouveler avec elle, même si je lui suis redevable de qui je suis, j'ai envie de dire, au terme de cette année d'accompagnement. J'ai choisi d'y aller plutôt avec Sophie Chenel, qui était ma dernière invitée, parce que j'avais besoin d'un accompagnement avec du présentiel. J'avais besoin de quelqu'un de très structuré qui va me donner des devoirs, des objectifs à atteindre, parce que c'est là que j'en suis rendue en fait. Eh bien, croyez-le ou non, quand j'ai annoncé ça à Laurence, hein, il y avait une petite partie en moi qui était comme, ah, je te suis un peu infidèle, puis elle va peut-être penser que je l'aime plus ou que tu sais, c'est un peu ingrat de ma part. Eh ben, au contraire, elle m'a célébrée. Elle était comme, bravo, tu es dans ta pleine souveraineté, c'est toi qui sais quelle est la bonne personne pour t'accompagner et je ne vais certainement pas t'en vouloir d'aller voir ailleurs parce que euh, c'est là que t'en es rendu et ça ne rend pas mon travail moins bon finalement. Donc ça m'a vraiment fait sentir bien et je me suis dit c'est vrai que on a encore du mal à célébrer les victoires des autres. Et puis ben, finalement, j'ai quand même embarqué avec elle dans un autre programme qui s'appelle le Cercle de Yoni, parce que c'est complémentaire avec l'accompagnement de Sophie. J'ai encore besoin de nourrir ma spiritualité, de nourrir le rapport avec mon corps, parce que quand on est trop dans le mental, dans la structure, dans les objectifs, on en oublie le corps. On s'oublie soi et comme dit Laurence, hein, notre corps, notre vaisseau, c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous garde en vie, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Donc, c'est très important pour moi de nourrir les deux. Donc, ce cercle de yoni, si vous avez déjà une pratique de l'œuf de yoni ou l'œuf de jade, ce cercle, c'est vraiment une façon d'aller plus loin et d'utiliser la puissance du corps, la puissance du féminin pour accomplir tout ce qu'on veut dans la vie, en fait. Donc, je vous mettrai le lien vers ce programme parce que c'est vraiment une pépite à découvrir. Euh, et en parlant donc de célébrer ses victoires, c'est quelque chose aussi qu'on fait dans l'accompagnement de Sophie et pas juste les nôtres. À chaque fois que l'une de nous dans le groupe des Sisters a réussi quelque chose, on se met à chanter Ohé, ohé, écho parce qu'il y a cette idée que quand on est plusieurs à célébrer les succès des autres, ça leur donne de l'ampleur, ça les amplifie, hein. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. D'ailleurs, hein, la célébration, c'est quelque chose auquel je tiens. Dans mon groupe Facebook privé, il y a toujours une publication par mois pour célébrer les victoires du mois. Pour moi, c'est très important. Et cette année, j'ai même fait une rétrospective sur Instagram de toute mon année parce que ça a été une année incroyable. Et alors, est-ce qu'elle a été plus incroyable que les autres ou est-ce que mon regard a changé et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des cadeaux partout? Je ne sais pas. Mais je vous mettrai le lien aussi. Ça peut peut-être vous aider justement à prendre un petit peu un pas de recul sur votre année, puis à essayer de voir tout ce qu'il y a eu de beau dans cette année, même s'il y a eu des épreuves. Et puis la dernière chose que j'ai envie de célébrer cette année, ben, c'est bien sûr euh, l'avènement de l'écrivaine, hein, le fait d'avoir écrit dans un ouvrage collectif. Ça, pour moi, c'est une des plus belles célébrations de l'année. Puis, je vois qu'à chaque fois que je publie sur le sujet sur Facebook, il y a beaucoup de réactions. Donc, les gens aiment, en fait, les gens aiment quand on se célèbre, quand on célèbre ses victoires, ça leur fait du bien. Donc, faut pas hésiter à le faire, en fait. J'ai envie de dire, souvent, on va penser que oh, je me pète les bretelles ou non, non, ça fait vraiment du bien à l'âme de tout le monde quand quelqu'un réussit quelque chose et qu'il en parle. Voilà, c'était mon petit message, mon petit pep talk.
D'ailleurs, en parlant de mon livre, hein, il est toujours disponible à la vente. Donc, si vous cherchez un petit cadeau de Noël, si vous voulez prendre un petit moment pour vous, pour lire au coin du feu pendant les vacances, il est toujours en vente. Et pour l'occasion, j'offre les frais de port pour le Québec. Donc, voilà. C'est mon petit cadeau, la façon de vous remercier aussi pour votre écoute, pour vos commentaires sur Facebook, de me suivre et d'encourager mon travail. Voilà. Alors, cette idée de célébration, hein, c'est vraiment en plein alignement avec le temps des fêtes, hein. Je parlais des vacances. C'est pas pour rien que cette mère de clan arrive en décembre. C'est souvent là qu'on célèbre tout ce qui s'est passé dans l'année. Euh, je vous ai parlé de Yule en début d'épisode. C'est vraiment une fête que j'aime beaucoup, où on prend le temps de se célébrer au quotidien. Alors, normalement, on dit en fait que les 12 premiers jours de l'année, ce qu'on vit dans ces 12-là, c'est le miroir, le reflet de ce qu'on va vivre dans les 12 prochains mois. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre un temps pour s'asseoir, noter ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Euh, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre dans l'année qui s'en vient. Mais moi, j'aime bien aussi faire l'exercice inverse qui est à chacun de ces jours de relire toutes mes notes du mois passé. Donc, par exemple, le premier jour de Yule, je vais relire ce qui s'est passé en janvier 2025. Le deuxième, ce qui s'est passé en février 2025, parce qu'on oublie. On oublie et quand on se relit, ben, c'est là qu'on se rend compte en fait de tout ce qu'on a réalisé, de toutes nos avancées, aussi de tous nos retraits, de nos échecs, mais d'honorer, avec le recul, on voit le cadeau, on voit la leçon, l'apprentissage qu'il y a derrière cette épreuve ou cet échec. Donc c'est extrêmement, extrêmement riche comme pratique. J'aime beaucoup ça. Si, si vous êtes abonné à mon infolettre, hein, vous recevrez un petit peu plus de détails sur cette pratique. Puis sinon, je vous mettrai le lien si vous voulez vous abonner. Comme je le disais tantôt, hein, on clôture en plus un cycle de 9 ans. Donc, vous pouvez aussi choisir de faire l'exercice pour honorer les 9 années passées. De mon côté, vous savez, je vous l'ai déjà annoncé, je clôture Maman sans tabou, hein. La page va être sur pause. Je vais fermer le groupe aussi, le cocon, le groupe privé de Maman sans tabou. Euh, Parce que pour moi, il y a plus lieu d'être. J'ai envie de laisser de la place justement à d'autres choses. Donc, je remercie toutes les personnes qui en ont fait partie. Euh, Merci d'avoir embarqué avec moi dans l'aventure. Et, euh, et je célèbre en fait aussi tout ce qui s'en vient. En fait, j'ai déjà plein, plein, plein d'idées. Le balado, comme je vous l'ai dit, il va rester là, avec toujours un épisode en solo à la nouvelle lune, un épisode en duo à la pleine lune, mais avec des petites nouveautés. euh, donc, que vous découvrirez le 18 janvier, qui va être la date du premier épisode de la saison 3. Euh, Avant cela, il va y avoir un épisode qui va sortir le 3 janvier qui est l'entrevue de mon invitée, donc celle qui correspond à la 12e mère de clan, qui s'appelle Mélodie Poudoulek. Alors là encore, j'ai beaucoup de gratitude parce que c'était la seule qu'il me manquait quand, en début d'année 2025, en fait, quand j'ai planifié mes entrevues. Et j'avais absolument aucune idée à qui demander. Et en fait, c'est justement ma mentor Laurence Sala qui m'a taguée sur une publication d'une femme qui cherchait à parler de son expérience de maternité. Et quand je lui ai envoyé le descriptif de la 12e mère, elle m'a dit, mais c'est exactement le message que je porte. Donc, c'est parfait. Et ça me confirme en fait que l'univers est riche et que quand on fait de la place, l'abondance est là. Alors, je vais vous la présenter rapidement. C'est une femme qui, elle aussi, a très mal vécu la maternité. Elle a fait 2 ans de dépression, elle avait une blessure d'inceste, elle a même regretté d'être mère, mais elle a finalement choisi la vie. Elle a alchimisé les ondes, fait la paix avec son histoire, et en fait, elle a découvert que nos cicatrices sont nos plus grandes forces. Donc, elle a transformé sa blessure en cadeau, et elle aide aussi les femmes maintenant à réinventer leur maternité pour qu'elles deviennent plus légères, plus magiques. Et elle mise beaucoup sur la santé cellulaire, le retour au corps et à l'intuition pour les aider à apaiser leur relation à elles-mêmes et à transformer leurs émotions. Donc, c'est une très, très belle entrevue, en plein alignement en plus avec mon message, hein, qui est que il y a un cadeau dans tout, dans tout, dans tout, dans tout.
Voilà, je vous parlais un petit peu de nouveautés tantôt. Euh, je vais animer deux causeries encore en 2026, une le 14 janvier sur la solitude dans la parentalité à l'espace famille Villeray et une autre le 2 février à Nourris Source sur le Mum Rage. Donc je vous mettrai le lien pour les informations. Sinon, l'autre événement va avoir lieu le 15 février. Donc je me lance enfin avec mon offre sur la créativité parce que j'ai pas pu donner l'atelier sur l'artiste au mois de novembre comme prévu. Donc là, ce sera un atelier sur le perlage à la manière autochtone, donc comme je l'ai appris auprès des aînés de Kinawat. Ça va être un atelier en présentiel chez moi à Laval, en petits groupes. Donc, si ça vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont fait part de leur intérêt. Et jusqu'au 31 décembre, vous avez un rabais de 15% sur le prix. Donc là encore, je vous mettrai le lien avec tous les détails de l'événement. D'ici là, il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez le temps de vous reposer, de célébrer, de vous honorer. Et je vous laisse sur ce mantra que j'aime beaucoup. Ce ce que tu honores t'apaise, ce que tu inclus te libère. Joyeuses fêtes à toutes et à tous et une très belle année 2026. Bye tout le monde!